Alright guys, bienvenue pour l'épisode 3. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le petit diagramme que je vous ai fait, on va parler d'API, on va parler de route d'API. Donc Next.js nous donne l'occasion aussi de configurer une interface d'application dans le corps même de notre projet. Donc créer notre serveur en gros qui va pouvoir récupérer des requêtes et retourner des réponses aux clients dans notre projet Next.js. Donc Next.js nous offre cela, c'est le dossier API de Next.js, fait que dans le fond ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc avant juste de commencer, je vais juste commit sur GitHub ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Et pour ceux qui seraient intéressés à apprendre GitHub aussi, ok, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai un guide complet sur GitHub, qui est un outil très important, surtout si vous voulez réussir dans le monde du développement ou potentiellement avoir un job. Donc, c'est primordial. Vous n'aurez pas de travail si vous ne savez pas comment utiliser GitHub de nos jours. Fait que ça, c'est une chose de faite. Ok. Donc, de quoi on va parler maintenant? On va parler d'API, de route et de requêtes et de réponses. C'est pas mal ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est très au point, mais c'est quelque chose de très important si vous voulez développer une application. C'est vraiment une composante incontournable. C'est en gros, les requêtes et réponses HTTP sont la base de Internet. C'est sur quoi est basé Internet. C'est sur quoi est basé tout le système, tout ce que vous faites, toutes vos applications, même mobile, c'est basé sur ça. Donc, restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre plein de choses qui vous seront utiles dans toute votre carrière. Donc, sans plus tarder, on va aller sur la documentation de Next.js pour la nouvelle version qui est en gros dans le dossier app. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Route Handlers allows you to create customer request handlers for a given route using web request and response APIs. So, on va faire la traduction en français. Les handlers de route dans Next.js vous permettent de personnaliser ou de customiser vos requêtes et vos réponses sur une route spécifique en utilisant les fonctions de requête et réponse du browser. Donc, ce que ça dit ici, c'est tout juste que Next.js vous offre la possibilité de gérer vos requêtes et vos réponses sur vos routes d'API. C'est aussi simple que ça. Ok guys, donc là on est sur la documentation de Next.js sur les routes d'API. Comme eux-mêmes ils le disent dans leur documentation, API Route provides a solution to build a public API with Next.js. En gros, les routes d'API vous permettent de créer une solution pour vos routes publiques d'API avec Next.js. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une API c'est juste une partie de l'application qui roule dans le serveur, ok, qui peut effectuer des fonctions, ok, dans le serveur, qui peut effectuer des fonctions, qui peuvent prendre des requêtes, retourner des réponses. Typiquement, l'API ou l'API d'une application, c'est le corps même de cette application. Fait que typiquement, l'API d'une application, c'est le corps, c'est l'application même en tant que telle. Que ce soit des applications mobiles, que ce soit sur le web, c'est typiquement le cœur d'une application, comme son nom l'indique. Parce que tout est une question de requête et de réponse, d'envoi de données, de réception de données. Et tout ceci se passe sur une API d'une application. Donc,
C'est à peu près ça. Et Next.js nous donne l'opportunité de configurer l'API de notre application ou de notre site web, de notre application web, à vrai dire, dans le dossier app. Donc c'est très simple. Pour pouvoir gérer les routes d'API, on a préalablement besoin du dossier API comme tel. Donc il s'agit juste d'un dossier qui s'appelle API. Alright? Il explique eux aussi ici, comme vous le voyez dans cette photo, vous avez besoin du dossier API, ensuite d'un fichier route. Donc comme vous pouvez le voir ici, route.ts, c'est un type de fichier Next.js. Donc lui, il est utilisé n'importe où dans API. Donc ce qui se passe quand vous créez un dossier API dans votre application, c'est que vous pouvez toujours appeler ou faire des requêtes à /API /whatever. Ça peut être /API /catégorie, API dans notre cas /prix ou /dashboard si vous voulez faire des requêtes post ou des requêtes get. Donc ça c'est des requêtes HTTP. Okay. C'est des verbes HTTP, post, get, bash et tout le tralala. Vous avez sûrement entendu parler de ça auparavant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va mettre en place notre route d'API avec Next.js. Vous allez savoir comment configurer votre route d'API et comment faire une simple requête get, post et recevoir la réponse. Alright. Sans plus tarder, on y va. Donc, on a déjà notre route d'API. Je vais déjà lancer mon application. On va relancer notre app. Donc, le nôtre qui roule sur localhost 3000. Voilà. Donc, nous voilà de retour sur notre application. On a toujours nos 3 boutons. Prix, dashboard et puis accueil. Alright. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Nous avons une base de données, ce qu'on n'a pas. On n'a pas une base de données. Mais un cas d'utilisation de l'API par exemple, c'est lorsque nous voulons aller récupérer des données dans la base de données sur une certaine table, on va dire, ou sur une certaine catégorie de données. Typiquement, dans notre exemple, disons que si on a produit. Je vais changer le nom de ce composant en disons produit. Ok. Disons que ceci est un site où on vend des produits. Alright. Et à chaque fois que le client va arriver sur la page produit, nous voulons aller chercher dans la base de données une liste de produits accompagnés de leur prix. Ok. Comment nous aurions implémenté ça en utilisant le système d'API? Donc, nous aurons typiquement un dossier qui s'appelle produit. Okay. Et dans produit, nous aurons route.ts. Alors, il faut savoir que sans le fichier route, vous pouvez jamais appeler API/produit. Ça va servir absolument à rien. Donc vous avez forcément besoin de ça. Et dans route, il va falloir qu'on crée notre fonction qui exécute la requête get sur API/produit. Donc à chaque fois que un client, ok, je reviens sur le dossier. Donc à chaque fois qu'un client ou un navigateur ou même une autre application externe voudrait venir dans notre application, voudrait communiquer avec nous en gros, peut-être qu'on a une application tierce qui est notre ami qui veut dire oh Idrissa, en vrai quels sont les produits que tu as en stock en ce moment, quels sont les prix, bla bla bla. Alors cette personne est considérée comme un client. Pour que cette personne ait accès à ces données, il va falloir que cette personne fasse une requête sur notre domaine, disons devtube /API/produit. Ok. Lorsque cette personne va faire cette requête là, ok, qui est une requête get,
la fonction que nous allons implémenter ici va automatiquement s'exécuter. Donc c'est ça qu'on va mettre en place maintenant. On va écrire la fonction qui permet de gérer une requête get. Alright? Cool. Je vais supprimer ça. Parce que typiquement un export async function get. Ok. Disons route handler get request. On va créer cette fonction. Voici typiquement à quoi ça va ressembler notre fonction qui va s'exécuter lorsqu'on fait un get sur /produit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura sûrement on aura forcément une variable donnée, ok, qui va être quelque chose, whatever, ok, et on va retourner une réponse parce que comme il est indiqué sur ce diagramme, lorsque le client fait un get, il faut qu'il y ait une réponse, soit pour dire que on ne comprend pas ta requête ou tu n'es pas autorisé à connaître ce qui se passe sur notre site, tu n'es pas autorisé à savoir c'est quoi nos produits, les prix de nos produits, ou juste les produits, en gros, ou un code d'erreur, tu n'es pas autorisé, ou la route n'est pas bonne, blablabla. Donc ça doit toujours retourner une réponse. Fait que nous, on va alors return data. On va faire response JSON data. Voici les données. Ok. Donc ça va être typiquement quelque chose comme ça. Donc on va récupérer les données ici, ça peut être n'importe quoi. C'est ici que vous allez, on va aller chercher peut-être les données dans la base de données ou whatever. On va les mettre dans cette fonction et on la retourne au client. Ok. Maintenant, s'il y a une erreur, on peut retourner une erreur ou dire blablabla. On peut mettre plein de fonctions à l'intérieur. On peut mettre plein de conditions à l'intérieur pour vérifier si le client qui fait la requête a droit à cette ressource. Ou en fait n'importe quoi que vous voulez. Ok? Donc nous dans notre cas, on va vouloir afficher une liste de produits. Disons que c'est un tableau. Produit 1. Produit 2. Et puis produit 3. Ok. On va dire que c'est un tableau de string. Dans prix, page. Ce qu'on va faire, c'est que on peut mettre la fonction de requête ici. On va faire const produit égal à await fetch slash API slash produit les gars. Donc très rapidement on a eu un bug de URL. Ok, c'était vraiment du syntaxe là. Comme vous le voyez, on est en train de fetch sur API slash produit directement, ce qu'il ne faut pas faire. C'est normalement localhost 3000 slash API slash produit.
la vidéo ne reprend que le jour d'après parce que ça m'a pris toute la soirée à remarquer le problème. Ok. Entre temps, j'ai fait quelques modifications sur notre route d'API/produit. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté la fonction post qui est déjà là, et aussi j'ai changé la structure de notre table de données data. Donc à part ça, sur la page produit, page.tsx, vous avez vu que j'ai corrigé le lien ici au lieu de API/produit directement. Là maintenant en fait je suis sur http/localhost 3000/API/produit. Donc c'était ça le bug. Voilà, c'est notre vie, ça arrive les bugs. Donc c'était une petite explication pour ne pas que vous vous perdiez. Sans plus tarder, je vous laisse continuer avec votre vidéo. Maintenant, pour se rassurer, avant de passer à quoi que ce soit, on va juste se rassurer qu'on a bien reçu les données. Donc on va faire un console log des données. Et puis on va... donc on voit qu'on a accès aux données qui se trouvent sur... Maintenant, la prochaine étape, c'est d'afficher ces données dans l'interface utilisateur, c'est-à-dire ici, ok? C'est-à-dire là. Il va falloir qu'on l'affiche de manière très... ok? Juste l'afficher, ok? Pour faire ça, on aura besoin de ce qu'on appelle un nouveau composant, ok? On aura besoin de créer un nouveau composant. Ici, on peut juste faire quoi? On peut le mettre programmatiquement ici, mais c'est juste mieux de créer. Donc, c'est dans ce genre de cas qu'on va utiliser un nouveau composant Next.js. Donc, on va aller dans nos components, ok? On va créer un nouveau composant. On pourra le nommer n'importe quoi qu'on veut. Moi, je vais le nommer page produit. Ou bien liste produit. Ouais. On va dire liste produit.tsx. Ok. Et tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi le TypeScript c'est important. Vous allez comprendre qu'est-ce qui différencie TypeScript du JavaScript normal. Donc, restez à l'affût. Ok. Donc maintenant dans liste produit, ce sera quoi? Ce sera juste un composant comme les autres, ok? Export default function. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion de vous montrer comment prompter ChatGPT. Vraiment, comment juste utiliser les IA à votre avantage. Lister mes produits, quelle balise je vais utiliser, comment, avec quel attribut CSS. Dans ce genre de cas, ok? Tu peux juste aller, ok, et dire à ChatGPT, ok, écris-moi un composant React ou Next.js, parce que Next.js est créé au-dessus de React, qui affiche une liste de produits, ok? Et là tu peux m'ajouter basé sur une table de données appelée data, et tu peux ensuite coller en fait la structure de data qui est juste ça là. On va copier ça et tu le copies, tu laisses ChatGPT te créer ton composant, ok? Il va faire quelque chose qui va te prendre beaucoup de... Si c'est quelque chose qui va te prendre comme 20 minutes, tu vas le faire en 5 minutes et tu vas gagner plus de temps, ok? Super. Donc moi j'ai déjà créé un composant pour la page produit, je vais juste copier et coller ce que j'ai, alright? Donc j'arrive, en fait nous, ça va être un div de cette sorte. Et moi, j'ai dit à Omia de même ajouter des attributs tailwind. Ok, donc il a ajouté des attributs tailwind pour le faire joli. Donc, mais vous pouvez le changer n'importe comme vous le voulez. Vous avez juste à copier ce que vous n'avez pas compris ou chercher sur tailwind ce que vous voulez faire. Donc là, c'est texte de Excel, c'est juste la taille du texte. Je peux le diminuer, je peux l'augmenter. Voilà. Donc, nous, ce sera la liste des produits.
liste des produits. Et vous voyez, il fait le mapping sur un objet qui est data. Donc, ça veut dire que ce composant doit recevoir un objet qui s'appelle data, par exemple. Donc, data, il va rouler sur data, il va trouver le produit et l'index de chaque produit. Et selon l'index de chaque produit, il va en fait nous montrer ça. Et pour l'index de chaque produit, il va afficher le nom du produit, product.name, et le prix du produit. Aussi simple que ça, ok? Fait que c'est ça. Maintenant, on va appeler on va importer ce composant dans page, dans notre page de prix, ok? Comme on le fait, import page produit de composant / liste produit. Donc maintenant, bienvenue sur la liste produit. On peut le garder ou on peut l'enlever là. Et puis là, on va dire page produit. On le fait en forme de balises, page produit. Bon, voilà. Fait que ça donne une erreur. Je vous laisse deviner pourquoi. Ok, on va juste lire ce que ça dit. Ça dit property page produit does not exist on type bla 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 bla. Data type. Basically, cette erreur est en train de me dire que page produit attend une donnée qui s'appelle data. Ok, donc nous c'est très simple. On va juste faire data égale donnée. Ok, qu'on a déjà récupéré de notre client. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui manque? Maintenant, comme je l'ai dit, vous allez comprendre. Maintenant, il y en a toujours l'erreur. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit page produit de nos existe. Ça dit page produit n'existe pas on type JS6 intrinsic element. Ok. Ça, c'est une erreur TypeScript 2329. On va juste chercher TypeScript error TS. Ok, on va voir la cause de cette erreur et comment la fixer. Il semblerait qu'on n'a pas la liste des erreurs. Ça dit que constante donnée est de type any. Il n'a aucun type. C'est-à-dire que donnée qu'on passe en fait à page produit n'a aucun type. Ça veut dire que en vrai, si la réponse, ok, je vais vous montrer c'est quoi. Ça veut dire que si response n'est pas une liste de produits, c'est-à-dire produit et prix, peut-être que quelqu'un va peut-être créer une liste de, je sais pas moi, de sacs avec, au lieu des prix, avec des tailles. Et ces tailles vont être envoyées à page produit, ce qui va créer des erreurs, c'est-à-dire que il n'est pas typé. En gros, l'erreur qu'on a ici nous explique que la variable donnée n'est pas typée. Donc pour faire ça, il va falloir lui attribuer un type. Et c'est là que les interfaces et les types de TypeScript entrent en jeu. C'est là que utiliser TypeScript prend tout son sens. Comment? Maintenant, il faut qu'on crée une interface. Ok? Il faut qu'on crée une interface. Maintenant, pour créer une interface, on va le créer en haut ici. Interface. Vous pouvez faire une recherche, c'est quoi une interface TypeScript, mais c'est en gros un objet, une classe. On peut dire que c'est comme une classe, like what is an interface? Ok, c'est ça. C'est une interface est une structure de programmation ou de syntaxe qui permet à l'ordinateur de forcer certaines propriétés sur un objet ou une classe. Donc ça permet de définir en fait le type d'une classe. Donc nous, on va définir le type de données. Donc le type de données sera un type produit. On est d'accord? Donc nous, on va faire interface produit. Et interface produit va contenir quoi? Va contenir le nom et le prix comme indiqué ici. Ok, c'est un nom et un prix. Ok, donc nous ici ce sera
name qui est de type string et puis price qui est de type number. Ok, maintenant qu'on a créé l'interface, il va falloir le passer à la variable donnée. Pour ça, on va juste mettre deux petits points ici et puis ce sera une liste, un tableau de produits. Ok, ce sera un tableau de produits et puis voilà. Donc, quelque chose d'autre. Ok, donc pour ça, on va déjà éteindre le serveur. Ok, on va éteindre le serveur. On va agrandir cette page comme ça. Donc là, il se trouve qu'on peut pas directement passer response.json à données comme une table de produits. Donc je sais pas c'est quoi la raison, mais je vais trouver la raison et vous donner une explication et puis on va afficher ces produits dans notre interface. Ok, donc on va aller à travers. On a toujours l'erreur. On s'est rassuré que données respecte bien le type produit, mais on a toujours l'erreur. Maintenant, ce que je soupçonne, c'est que dans la liste de produits, on n'a pas spécifié que données, c'est-à-dire l'objet donné qui va être passé au composant respecte aussi le type produit. Ok, donc c'est ça qu'on va faire et puis voir si ça va nous aider à corriger l'erreur. Ok, donc maintenant on est en train de prendre juste programmatiquement données et mapper dessus pour afficher. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre interface à l'intérieur de la liste de produits. Ok, au lieu de page, je vais juste dire liste produit. Ok, puis je vais devoir changer ça à liste produit, ça liste produit, même chose. Ok, maintenant on va créer interface produit. Juste faire un copier-coller interface produit. Ok, est-ce que si je fais juste ça, je fais juste produit, ça va régler le problème? Non, ça règle pas le problème. Donc il faut qu'on crée quelque chose qui s'appelle des composants fonctionnels React. Donc c'est à chaque fois que vous voulez que votre composant respecte une certaine structure, comme quand vous voulez qu'une table ici, la table donnée respecte le type produit, on va créer ce qui s'appelle un React.fc, donc un composant fonctionnel React. Donc pour ça, on va créer techniquement deux interfaces. Donc l'autre c'est interface liste produit props, okay, qui va être data, qui va dire que data est de type produit, ok, et de type table de produit. Maintenant, quand on fait export default function, ok, donc on va dire ici que c'est react.fc. Là, je suis juste en train de copier-coller du code. Ok, c'est page produit. Et là, on va passer cette interface là. Ok, liste produit props. Et puis ce sera égal. Ok, au lieu de export, on va faire export const. Donc on va le changer comme une constante. Ok, export const page produit, liste produit, comme ceci. Donc là, on se rassure en fait que le composant lui-même respecte son interface qui dit que données doit être un tableau de produits, en l'occurrence ici. Ouais.
Donc après ça maintenant, on se rend compte que l'erreur n'est toujours pas partie parce que product does not exist on type GA6 intrinsic element. Maintenant, on va faire la dernière. On va faire un dernier truc auquel je peux penser. Donc on va garder données comme ça. Ok, on va garder données de cette sorte. On va garder données de cette sorte. On va dire que ça c'est data. Maintenant on va dire const données, parce que la raison pour laquelle ça ne fonctionne toujours pas, c'est parce que response.json ne respecte pas directement ce format de variable. Donc il va falloir qu'on crée une fonction de mapping sur l'objet de data qui arrive du client, et pour chaque entrée définir c'est quoi le nom et c'est quoi le prix. Ok, donc const données, ça va nous donner produit data.map. Ok, de type produit. Ok, je veux que chaque élément qui est dans l'objet est de type produit, et puis dedans on va name, on va définir le nom qui sera item.nom. Item ici c'est juste vraiment une manière de définir chaque entrée de la table. Donc de la même manière que vous faites un for loop for x plus n, x this, x that, c'est à peu près le même concept. Donc maintenant on va passer données ici, et on devrait avoir aucun problème à partir de maintenant techniquement. Fait que ça respecte produit. On va juste faire import. On va réimporter liste produit. Toujours cette erreur. Ok, aussi un truc avec TypeScript. Ça va vous donner beaucoup de casse-tête comme ça. Ok, l'erreur que j'ai ici, c'est tout simplement parce que le L, c'est pas un L majuscule. Comme lorsque vous créez une fonction un composant avec TypeScript, il faut que ce soit genre vraiment, faut que ça commence par une lettre majuscule. Donc parce que c'est pas une lettre majuscule, j'avais cette erreur là. Donc là tout est bon, on passe tout à données. Ok, là normalement quand on fait juste faire un clear, ok, npm run dev, si on relance, ok, si on relance et qu'on va sur localhost 3000, et que nous naviguons sur la page produit, nous devons avoir une liste de produits. Voilà, donc on a bel et bien une liste de produits qui se trouve dans notre système, dans notre app, et qui populait bien. Donc là vous avez vu comment en fait aller de lancer une requête get à travers cette fonction, à récupérer les données, à formater les données en assurant que le typage est bien respecté, et en le passant à un composant client pour l'afficher dans l'interface utilisateur. Donc liste produit ne fait rien d'autre que récupérer data. Ok, c'est un composant React fonctionnel qui respecte un typage et récupère data, et tout ce qu'il fait c'est vraiment du front-end ici. C'est tout du front-end, c'est du div, c'est des attributs Tailwind. Donc ici je peux juste dire text
1 XL peut-être, vous allez voir que la taille du texte va changer. Ok, ce tag 3 XL, on aura ça qui est un peu plus grand. Et puis quoi d'autre, vous pouvez mettre les bordures, je sais pas, les bordures en red, je sais pas, changer ça en rouge par exemple. Ok, et puis ouais, et vous avez des bordures en rouge. Donc c'est du Tailwind, c'est du CSS. Vous avez juste à faire des recherches sur si vous voulez le rendre plus joli. En gros, tout se passe ici. Mais tout le côté back-end de programmation, c'est ici. C'est la requête fetch. Ok, faites des recherches sur l'API fetch. Et puis, formater les données, passer les données en tant que propre à la liste de produits. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voulait voir. Comment faire un get. Maintenant, on va créer un formulaire Next.js pour pouvoir faire un post sur l'API /produit de notre application. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un formulaire peut-être en bas ici. Et à chaque fois qu'on soumet le formulaire, on veut qu'un nouveau produit s'ajoute à la liste de produits qui existe déjà. Ok? Donc, ça, c'est la prochaine étape de la vidéo. Ça, c'est la prochaine chose qu'on va faire et c'est la prochaine notion que vous allez apprendre dans ce guide ultime de développement web. Maintenant, on va passer à la création du formulaire et de cette fonction post qui va nous permettre d'ajouter de façon programmatique depuis l'interface utilisateur de nouveaux produits dans notre liste de produits. Ok? Donc, pour ça, un concept très essentiel, c'est les formulaires. Vous devez comprendre c'est quoi un formulaire, à quoi sert un formulaire et dans ce genre de cas, où est-ce que vous avez besoin de récupérer des données à partir du client pour l'envoyer ensuite, vous avez besoin de ce qu'on appelle un formulaire. Donc, vous avez dû le deviner, il va falloir qu'on crée un composant de formulaire. Donc, je vais créer un nouveau composant, ok, qu'on va nommer ajout produit forme, ok, quelque chose comme ça. .tsx. Maintenant, dans ajout produit forme.tsx, ce sera un composant normal. Export default. Function. Ajout produit forme. Ok, fait on a notre formulaire de ajout produit, il n'y a rien à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça part. Donc forme, ok, super. Voilà, donc on a le skeleton de notre forme. Maintenant, dans l'inspiration, je vais sortir mon code base. Fait que dans form, nous on a déjà besoin d'un formulaire, c'est-à-dire un formulaire qui a deux inputs, un pour le nom et le second pour le prix du produit qu'on veut ajouter. Donc, comme je l'ai dit, dans ce genre de cas, vous pouvez juste utiliser chat. Je sais pas si j'ai accès à chat sur ce truc, mais typiquement, c'est le genre de cas où tu irais et tu demanderais à chat, ok, crée-moi un formulaire qui prend deux valeurs, un nom et un prix, qui l'envoie après soumission sur la route API/produit avec la requête HTTP post. Vous pouvez ajouter plein de trucs comme ça et il va tout le fournir pour vous, ok? Moi, je vais pas passer à travers, sinon la vidéo elle va être très longue, ok? Si je dois revenir sur tous les détails sur comment créer un formulaire, tout ça, les différents trucs, non, c'est impossible. Donc, devez commencer à apprendre à utiliser les intelligences artificielles, c'est le futur, ok? Donc, moi, on va juste d'ajouter le côté UI, le front-end du formulaire. Comme vous pouvez le voir ici,
on a un premier div. Ensuite, on a un titre qui s'appelle ajouter. On va changer à ajouter. Okay. Avant de mettre tout ça, déjà, juste faire ajouter. Ajouter un nouveau produit. Ça, c'est un useState. Ça aussi, c'est les states que je vais ajouter et vous expliquer quoi ils servent. Donc ça. Ok. Alright. On a tout ce tralala. On a des importations. Ok. Ok. useState, useEffect. Donc, si je devais vous expliquer c'est quoi le core, je vais vous expliquer c'est quoi l'essentiel de ce qui se trouve dans ce formulaire. Vous avez 3 variables de state, okay, qui sont tous des useState. Si vous cherchez c'est quoi un useState sur React, vous allez comprendre c'est quoi. C'est basically c'est juste des fonctions d'interface, c'est des fonctions d'interface utilisateur qui sont roulées en fait dans le browser du client. C'est des fonctions qui permettent de changer l'état de variables. Je vais l'importer ici. Nous allons importer le formulaire pour que vous voyez de quoi il s'agit. Ajout produit form. Okay. On va faire ajout produit form. Ok. On doit avoir notre formulaire s'afficher quelque part ici bientôt là. Hop. Ok. Donc on a un formulaire avec le nom et le prix. Ok. Donc comme je l'expliquais, body, c'est très important. C'est ici que se passe le juice, on va dire. Ici on passe dans le body data. Donc la variable data, c'est celle qui contient tout ce qu'il y a dans form data. Et form data, c'est le useState qui gère les champs de formulaire. C'est-à-dire que c'est cette fonction React qui permet de récupérer toute information qui est écrite dans les champs. Donc par exemple, si j'écris le meilleur, non, on va juste faire produit 5, produit 6 par exemple, et qu'on dit que le prix de produit 6 c'est $25, ce useState, ok, couplé avec celui-là, avec cette fonction là, ok, handle input, si vous voyez, handle input, il est dans chaque label, chaque input, ça c'est pour nom, name ici, ok, et ce label c'est pour le prix, ok. Cette fonction, si vous remarquez bien, elle est dans tous les champs de notre formulaire. Donc, elle permet de récupérer le nom et la valeur de ce qui est rentré ici en gros. Et je sais même pas ce que ça fait exactement. Genre handle input, en vrai, moi-même je sais pas. En vrai, je sais même pas qu'est-ce que ça fait exactement. Ça récupère un nom, value de i.target, donc ce qui est nom. Ouais, ça récupère le nom du input. En l'occurrence, le premier ce sera name et le deuxième ce sera price, son nom, ok, pas le nom de notre champ de formulaire. Et puis ça récupère sa valeur. Donc ici la valeur c'est formData.name et formData.price, ce qui est le useState, les deux variables de notre variable, les deux objets, en fait, les deux lignes qui se trouvent dans notre objet useState. Donc, à chaque fois qu'on écrit produit 6, 25, ça la stocke ici. Ok? Donc, c'est pas mal ça qui est body dans data. Et ensuite, ça fait le fetch. Ça, c'est une fonction asynchrone que on va apprendre plus en détail dans d'autres vidéos. Et là, on nous dit qu'après, si la réponse retournée est OK, on n'est pas OK en gros. Si la réponse n'est pas favorable, on écrit une erreur. Il y a eu une erreur. Et puis, on retourne le JSON.
Mais si tout était correct, on change name à 0 et puis on change prix aussi à 0. C'est-à-dire qu'on remet à 0 ce qui est écrit à l'intérieur pour montrer que c'est fini. On dit que on remet on met l'état de succès du formulaire à true, à vrai, et puis on dit que le produit a été ajouté avec succès. S'il y a une erreur, ok, on dit juste qu'il y a une erreur et le message de succès sera ajout du produit échoué. Aussi simple que ça. Maintenant, je pense qu'on peut tester ça. Si on fait produit 6, blablabla, et on l'ajoute, ok, vous voyez qu'on a bien produit 6 ici, ok. Et si on rafraîchit la page, on a bien produit 6, ok. La seule différence, vous pouvez le voir ici, c'est des nombres et là, c'est des strings. Donc, ce qu'on peut faire, ça, on va juste dire que c'est 0 peut-être. Et puis, là, on peut dire produit 7. Je sais pas si ça va faire une erreur. On va dire 50. Submit. Ouais, ça le met toujours en string anyway. Mais ouais. C'est pas mal ça, comme ça que que le formulaire fonctionne. Ok. Et la fonction fait un get sur HTTP, ce lien là, /localhost 3000 /API /produit. C'est vraiment le lien sur l'API, le fichier de l'API. Donc ici, si on n'avait pas cette fonction post, ça va jamais marcher. Donc quand on fait un post, c'est cette fonction qui va se déclencher. Ça récupère le nom et le prix du body que je vous ai montré. Ça crée un nouveau objet avec ce nom et ce prix. Et puis ça l'ajoute dans notre base de données. Ok, ça peut être une base de données ou une variable locale comme celle-là. Alright. Donc c'était pas mal ça pour la requête post. C'est comme ça qu'on fait une requête post programmatiquement. Vous avez besoin d'un formulaire, ok, et de tous les autres tralala que je vous ai montré pour pouvoir envoyer la requête dans le serveur. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez appris comment faire une requête get et une requête post de façon programmatique dans votre code. Ok. Vous avez aussi appris à ce que c'est un formulaire, quelles sont les différentes parties d'un formulaire, en l'occurrence le nôtre. Très simple. Et si vous avez des questions encore sur le formulaire ou qu'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires ou à reach out sur le serveur Discord. Ok. Je ferai un plaisir de vous aider avec ça. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Prochainement, on va parler du routage dynamique. Ok. Le routage dynamique, c'est ce qui vous permet d'afficher un contenu différent pour chaque élément dans une page web. Donc, je donne juste un exemple. Dans produit, lorsqu'on clique sur produit 1, on veut un détail, une page qui affiche les détails de produit 1. Et lorsqu'on clique sur produit 2, on veut une nouvelle page qui affiche les détails de produit 2. Sans avoir à créer produit 1, ensuite produit 2, ensuite produit 3, comme on l'a fait avec produit. Ok? Mais avec un seul fichier qui va retourner différents résultats dépendamment de l'objet qui a été sélectionné. Donc, ça se fait avec du routage dynamique. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez apprendre c'est quoi le routage dynamique. Et on va passer à travers les liens, les path segments, les liens de query ou les segment parameter ou path, je sais pas comment on le dit en français honnêtement. So basically we'll go over path or segment parameter and query parameter. So sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.